Cette semaine, je suis ravie de recevoir Nicole Ferroni, alias Chantal, on ne sait plus, actrice et humoriste. Elle est à la tête d'affiche d'Aspergirl, une nouvelle série disponible sur OCS à partir du 6 avril 2023. Je vous lis le résumé parce que j'adore le concept. Louison, 38 ans, mère célibataire récemment séparée, découvre qu'elle présente un trouble du spectre de l'autisme lorsqu'on diagnostique son fils Guilhem, 11 ans, qui a blessé un camarade de classe le jour de la rentrée. À peine se sent-elle libérée par cette révélation qu'une enquête sociale démarre pour savoir, si elle doit conserver la garde de son enfant. Donc, Louison décide d'apparaître la plus normale possible aux yeux de l'enquêteur social, mais ni elle ni sa famille ne sait vraiment ce qu'être normal signifie. Hello Nicole. Oui, bonjour. C'est fou parce que la semaine dernière, on en parlait avec une autre invitée du podcast, Angèle Ferremag. L'autisme met plus longtemps à être décelé chez les femmes. Comment ça se fait ? Alors de ce que j'avais lu, puisque je suis moi-même pas autiste, mais lorsque j'ai commencé à étudier l'autisme et aussi tout simplement parce que j'ai des amis qui le sont, ils m'expliquaient qu'en fait les femmes présentent une capacité d'adaptation sociale qui est plus importante. C'est-à-dire que elles vont avoir tendance à masquer plus spécifiquement leurs difficultés pour plus rentrer dans le moule que la société attend d'elles. Et en fait, c'est qu'une déclinaison, j'allais dire, de ce que vivent déjà les femmes. C'est ce que j'allais dire. On se doit déjà d'entrer dans un tel moule, voilà, sans être Asperger que en fait, on est dans le prolongement de voilà des femmes qui doivent s'adapter aux attentes qu'on peut avoir pour elles, quoi. Physique, mentale. Bien sûr. On se va rigoler. Mais pas financière. Non, non. les attentes financières, ça on peut attendre encore un peu. Voilà. Non, parce que si on avait les mêmes attentes, là, ce serait compliqué. Oui, c'est les 21%, du coup, ils seraient... Ouais, non, faut pas quand même. Moi, je trouve ça d'autant plus intéressant que toi, tu viens de l'enseignement. En tant que prof, c'était un truc important pour vous. Est-ce qu'on vous apprend à l'école des professeurs à déceler ce genre de... Très peu. En fait, c'est vrai qu'on manque... en tout cas, moi, dans le cadre de mon parcours, moi, je suis restée 4 ans à l'Éducation nationale. J'ai eu très peu de formation à la fois sur la détection des troubles, que ça soit des troubles scolaires ou plus personnels, des troubles psychiques des élèves. Je trouve qu'il y a eu à mon sens un vrai déficit, mais globalement surtout le lien humain, c'est-à-dire que la partie humaine de la classe, elle a été très peu abordée. Moi, j'ai beaucoup de cours sur les contenus, sur les compétences à évaluer, etc. Mais pas tellement finalement sur le relationnel prof-élève et globalement le relationnel même entre élèves. Et après, pour tout ce qui était en dehors de la détection, qui était vraiment de l'ordre de la prise en charge. Mais alors là, c'est même plus de ton ressort, quoi. Alors, si, ça peut être quand même du ressort de l'enseignant, parce qu'on est quand même censé prendre en charge la scolarité des élèves avec leurs différences, avec leur bagage, c'est-à-dire tels qu'ils arrivent en fait. Ouais, t'as raison. Et donc on pratique quand même de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire on essaye d'adapter les contenus aux élèves pour que chacun puisse progresser de la meilleure façon. Mais j'ai trouvé que c'était quand même très léger par rapport à ce qui est attendu déjà en termes légal, c'est-à-dire depuis la loi 2005 normalement, donc tous les enfants qui présentent des handicaps quels qu'ils soient, ils doivent être accueillis au même titre que les élèves qui ne présentent pas de handicap. Ah oui, donc c'est d'autant plus important d'avoir le bagage pour voilà, c'est-à-dire en fait on a une obligation, une obligation légale normalement en tant que l'État a cette obligation légale d'accueillir tous les enfants pour leur accorder les mêmes chances, mais par contre il y a pas les moyens qui ont suivi derrière. C'est-à-dire que par exemple moi dans des établissements soit dans lesquels j'ai été ou soit dans lesquels mes collègues ont enseigné, on a vraiment pu voir que par exemple ce qu'on appelait avant les AVS qui sont maintenant les AESH qui sont les auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent les enfants en situation de handicap, leurs moyens se sont réduits ou en tout cas n'ont pas été renforcés. C'est-à-dire que par exemple un enfant
qui présentent un handicap qui nécessiterait d'avoir une AVS à temps plein, se retrouvent à avoir quelques heures et puis des fois on passe l'AVS, on fait un peu comme un mercato. Ça doit être hyper perturbant pour l'élève qui du coup n'est pas systématiquement accompagné et puis il y avait vraiment ce truc de mercato, des fois voilà, se dire je te prête mon AVS si tu me passes si tu me passes le tien. Est-ce qu'il y a un marché noir de l'AVS souterrain? Franchement, quasiment, c'est-à-dire que moi j'ai une copine par exemple qui est instite en classe Ulysse, donc c'est des classes qui sont spécifiques aux enfants en situation de handicap, qui a vu un de ses élèves être prolongé en scolarité pour que l'établissement entre guillemets puisse récupérer l'AVS. Et en fait ensuite l'élève alors qu'ils savaient d'avance qu'en fait l'élève pourrait pas poursuivre une scolarité classique dans leur établissement. Donc en fait ils ont bénéficié de l'AVS sans ensuite assurer le suivi de la scolarité de l'élève en question. Voilà, en fait le cas des AVS est vraiment problématique et surtout les conditions même de rémunération des AVS. Les AVS sont vraiment sous-rémunérés, sont en dessous du SMIC. Alors qu'elles assurent une mission qui est, enfin je dis elles parce que c'est souvent des femmes, elles assurent des missions qui sont indispensables. Ouais, et puis un accompagnement auprès des parents, j'imagine que ça doit être une sacrée mission de vie parce que t'accompagnes un élève, mais t'es là aussi pour écouter les parents, leurs craintes, leur stress. Oui, puis un gros boulot quoi. Et ce qui est aussi très délicat, c'est que dans le cas du handicap, il y a toujours une très grande solitude, c'est-à-dire que là, ne serait-ce que alors d'abord le diagnostic peut être très long, que ça soit que ça soit dans le cadre de l'autisme. Louison, elle a attendu 38 ans quand même. Est-ce que je repars d'Asperger? C'est voilà, dans la série effectivement, on a le cas de Louison qui a un diagnostic très tardif. Pour son fils Guilhem, là on va dans la série, c'est quand même à son entrée en 6e seulement qu'on le diagnostique. Et donc c'est vrai que dans le cas de l'autisme, il peut y avoir des diagnostics comme ça qui sont très tardifs. Et dans le cas du handicap en général, souvent le diagnostic peut être tardif et en fait ça pénalise beaucoup les familles, les personnes concernées et les familles autour, parce que du diagnostic va dépendre tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre. C'est-à-dire va dépendre aussi le financement de la mise en place des moyens qui peuvent être débloqués. Et donc tant qu'il n'y a pas ce diagnostic, il y a pas le reste qui suit. Et sauf que le diagnostic en fait pour qu'il soit fait par des personnes compétentes, faut déjà qu'on le voit, faut qu'on le détecte, donc qu'on y soit sensible, qu'on y soit à l'écoute et qu'il y ait cette disponibilité, que ça soit en classe ou ailleurs. Ouais, c'est pas, désolée, je change de sujet. Alors, mon podcast est lié à l'échec, mais je profite de toi. Mais et non seulement de tes connaissances, de ton expérience, parce que je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et, je pense que le personnel de santé serait tout à fait d'accord avec toi. On a envie on n'a pas les moyens nécessaires pour. Ça doit être hyper frustrant quand t'as envie, mais qu'il y a pas la capacité derrière pour assurer. Et tu vois, ça me fait penser à une phrase un peu qu'on dit tout le temps tu sais, de plus en plus, les parents rejettent un peu la faute de l'éducation sur les profs. Je me rends compte vraiment ces dernières années c'est le fameux prof bashing. Ouais, exactement. C'est le prof qui aurait dû inculquer les valeurs, à mes enfants. Sauf que en réalité, donc on te dit ça, et en réalité, toi, on focus tout ton apprentissage sur le fait de bien noter un élève, et on t'apprend pas cet accompagnement à côté. Donc en fait, c'est sans fin, quoi. Moi, à titre personnel, j'ai trouvé pas assez. Je trouvais que dans la formation, on centrait pas assez notre attention sur le relationnel, alors que c'est ce qui, pour moi, c'est la base. En fait. C'est l'étape 1 en fait. Exactement. Pour apprendre, pour créer du lien, c'est l'étape 1. Voilà, c'est vraiment la porte d'entrée par lequel ensuite l'enseignement, vraiment le contenu pédagogique peut passer. Mais si le relationnel marche pas, le reste peut pas aller avec. Et en fait, concernant le prof bashing, parce que je l'ai vécu aussi. C'est vrai que globalement, en fait, dans l'opinion, on a l'impression qu'il y a un prof bashing. Après, dans le vécu, moi, j'ai quand même vu des parents qui étaient assez solidaires et assez lucides sur ce que vivaient les profs. Je pense que les parents le sont d'autant plus depuis le confinement. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est donc ça. C'est donc ça. Parce que moi, les miens, ils sont que 2 à la maison et déjà, je m'en sors pas. J'espère qu'il y a eu des beaux cadeaux de fin d'année après, parce que... Non, mais c'est vrai, il y a des parents, je pense, qui d'un coup ont pris la mesure de ce que ça pouvait être, en fait, de gérer 30 élèves, par classe, ne serait-ce que pendant 1 heure, c'est sportif,
hein, c'est de l'ordre du sport de haut niveau. Ah, de dingue. Et du coup, je vois que en fait, ce qui est le pendant du prof bashing, qui serait donc le prof soutening, c'est que les gens quand même se rendent compte aussi que les enseignants ont de plus en plus de missions. C'est-à-dire que au départ, il y avait peut-être juste la mission d'enseigner, et puis maintenant, on a vraiment cette mission d'enseigner, d'accompagner, de prévenir, d'alerter. Voilà, il faut qu'il y ait ces missions-là. Sauf que le problème, c'est que pour l'instant, voilà, à titre personnel, je trouve que les moyens n'ont pas suivi. Enfin, je dis à titre personnel, mais oui, je pense que vous êtes beaucoup à avoir ça à titre personnel. Voilà. Ça commence à faire beaucoup. Oui. Ouais, c'est clair. Bah, tu vois, et on va terminer sur ce sujet, mais qui introduit bien aussi notre épisode. On en discutait donc avec Angèle. Elle était dyslexique. Elle s'en est elle-même rendue compte vers la première terminale, tu vois. Oui. Un autodiagnostic. Ouais, un autodiagnostic. Moi, j'avoue qu'une fois ou deux, j'ai tapé est-ce que je suis autiste et j'ai fait un test BuzzFeed et non, je ne le suis pas. J'avais 2-3 questions sur moi. Merci BuzzFeed donc parce qu'elle a été diagnostiquée. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Enfin voilà, il y a tellement peu de moyens que les profs aussi arrivent à bout et te disent des phrases regrettables du genre mais qu'est-ce que t'es bête ou trucs comme ça. Oui, ça peut arriver. Ça marque énormément une scolarité parce que c'est l'autorité. Bien sûr. Tu vois. Oui, et puis parce que la parole du prof, on a l'impression voilà que c'est que c'est un verdict en fait qui tombe. De dingue. Donc c'est vrai que dans le mais à l'inverse, si t'as pas eu le bagage pour gérer émotionnellement et toute une classe de 30-35 élèves qu'on t'apprend surtout à sanctionner et que tu te retrouves à gérer des ados de plus en plus compliqués, ouais, l'envers du décor, il est pas facile et ça s'entend aussi, quoi. Bon, aujourd'hui, on va parler CAPES, on va parler à Greg aussi. On va parler à Greg. Non, parce que je suis en face d'une tête. Ouais, je suis impressionnée. C'est le moment où je me la pète. Moi, j'ai eu mon premier flocon, personnellement. Mais moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. En revanche, je ne sais pas si... Donc, Nicole Ferroni n'est pas parfaite. Voilà. Non, j'ai la tête, mais j'ai pas les jambes. Et encore, j'ai pas toujours la tête. Mais... Bon, bah aujourd'hui, on va essayer de l'utiliser malgré tout. Toi, c'est hyper chouette parce que cette difficulté à avoir ce diplôme t'a poussé à prendre une voie différente, une autre voie, tout à fait. Un pas de côté. Et aujourd'hui, c'est non, et aujourd'hui, je remercie mon échec. Mais de dingue. Je remercie mon échec parce que donc effectivement moi j'ai d'abord eu le CAPES, j'étais professeur certifié et alors, comme beaucoup de on va rembobiner. Ah oui. Est-ce que toi tu avais envie d'être professeur? Est-ce que c'était une opportunité qui s'est présentée? Oui, moi j'avais envie d'être enseignante. Alors je pense qu'il y a une grande partie liée à l'héritage familial puisque donc je suis d'une fratrie de 4, je suis la dernière et je suis la seule à avoir fait comme mes 2 parents qui sont tous les 2 enseignants. Un psy adorerait analyser ça. Ah oui. Ah oui, là en plus c'est bien, c'est vraiment le doggy bag de la psychologie familiale. Avec la situation très simple, quoi. Donc oui, je me suis fait l'héritière des parents. Donc mon père professeur de chimie, ma mère professeur d'allemand. Et là, en fait, où justement, je pense que je me suis fait arnaquer, c'est que ma mère est prof d'allemand. Il faut savoir que les profs d'allemand, ils ont des classes avec très peu d'effectifs. Mais oui, c'est vrai. C'est-à-dire ils ont des 18 élèves. Elle a eu assez peu d'élèves. Je pense. Comme en plus elle était prof d'allemand, ce qui était assez rare, je pense qu'elle a eu une progression dans sa carrière qui était plus importante que si on est dans une matière où il y a un très très fort turnover. Donc en fait ma mère, l'image que j'en avais, c'est une femme très épanouie dans son travail, mais parce que voilà justement elle avait des faibles effectifs, des élèves hyper intéressés, parce que c'est comme en gros si elle travaillait en demi-groupe toute sa vie. Ouais. Et moi quand je suis devenue prof de SVT, parce que je suis devenue prof de SVT, d'un coup je me suis retrouvée avec donc des classes de 36 élèves. Et 36, ah ouais. Ouais et très
Je veux dire, et beaucoup de classes, c'est-à-dire que par année, j'avais, je sais plus, entre 150 et 200 élèves du coup, puisque j'avais 5 classes. Donc rien que l'apprentissage des prénoms, enfin, je veux dire, je mettais un trimestre quasiment, enfin non, un peu moins, mais à connaître les prénoms de chacun. Ce qui fait que rien que ça, ça rend les choses compliquées en fait quand on a 200 élèves et qu'on les connaît pas et qu'on met du temps à les connaître parce qu'on les a que 1h30 par semaine. Et en plus, c'est une matière obligatoire. Moi, je pense à l'allemand, on le choisit. Oui. Donc la réflexion, elle est différente en cours. Complètement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment. Moi, j'avais vraiment senti que pour des élèves, j'étais la corvée parce qu'ils avaient pas envie de faire des SVT. Donc donc du coup, je suis un peu partie quand même sur une arnaque au départ. Okay. Je me suis fait avoir par je pense l'image erronée du métier du fait de la situation de ma maman. Et donc moi j'ai passé le CAPES et j'ai voulu passer le diplôme de l'agrégation, le concours de l'agrégation, qui est hyper dur, qui est très difficile, c'est vrai. Dur. Et donc d'ailleurs pour l'avoir, j'ai fait une année ce qu'on appelle de report de stage, c'est-à-dire que j'ai pas travaillé en fait, j'ai pris une disponibilité après avoir été certifiée pour préparer ce concours, parce que c'est un concours où c'est vrai que le niveau d'exigence en termes de connaissances scientifiques il est très très important. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et ça te donne à quoi d'avoir cette agrég, parce qu'il y a plein de profs qui ne passent que le CAPES, je crois. Oui, bien sûr. À quoi ça te sert? Alors l'agrégation, en fait, elle très simplement déjà, elle sert à gagner la moula plus. Non. si, la moula. Bien trop sûr. Bien en même temps, pour avoir autant bossé, heureusement quoi. Voilà, oui, non, elle sert. En fait, en gros, ça permet de gagner plus en travaillant moins. Voilà, ça c'était déjà. Macron aimerait bien. Oh là. Peut-être qu'il ne sait pas que ça existe. C'est pour ça qu'il ne l'a pas encore réformé. Ah, vous faites pas des factures? Vous êtes pas une micro-entreprise? Non, faut pas que je le dise. Et non, et déjà ça, et après il y avait aussi normalement cette possibilité d'être affecté de préférence dans des lycées. Ah ok. Voilà, mais sauf que ça c'est assez faux. Et c'est pareil, moi on me l'a pas vraiment dit. Ouais. Oui, arnaque complet. Hein, c'est-à-dire que d'ailleurs quand on est en formation pour l'agrégation, quand on obtient son agrég, on part forcément en stage dans un lycée, alors que quand on a son CAPES, on part en stage dans un collège. Et donc après, moi je m'attendais à ce que en ayant l'agrégation, on soit forcément en lycée. Pas du tout. Non, on peut se retrouver également au collège. C'est juste qu'on a un peu de points en plus pour arriver dans un lycée, mais il faut tellement de points, en tout cas dans ma région, parce que moi je viens des Bouches-du-Rhône. Moi, il fallait tellement de points pour être affecté dans un lycée qu'en gros le mieux c'était vraiment d'avoir un mari de préférence presque mi-mort, c'est-à-dire à l'agonie, pour avoir des points, longue maladie pour respirer. Voilà, chose que j'ai pas fait. Je ne suis pas. Tu t'es pas non plus donné toutes les chances de ton côté. Non. Enfin, mais on peut pas que blâmer l'État. Exactement. J'aurais pu. Mais par contre, j'ai quand même fait un truc un peu fourbe, mais qui m'a été fort utile, c'est que j'ai quand même fait un Pax blanc. Voilà, comme beaucoup d'enseignants, pour essayer de rester dans mon académie d'origine. Oui. Vous êtes quand même, vous devez aller jusque là pour réussir à. Oui. En tout cas, dans ma région, c'était le cas, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de régions qui sont demandées. Je pense que ça soit la Corse, la Bretagne, les gens qui veulent revenir chez eux, oui, ils ont affaire à ce, voilà, ils utilisent ce genre de procédé. Et donc toi, tu bosses cette année, tu fais donc un stage dans un lycée, et à côté tu et en fait donc j'ai préparé donc je prépare l'agrégation et je rate l'agrégation. Pardon, c'était ta question? Ouais, c'était. Moi, je suis contente de la suite des choses, ça me va bien. C'était quoi ma question? Bonne. Je ne sais non, mais on réécoutera le podcast et si besoin, je ferai un deuxième podcast. Je lui demandais sa couleur préférée, ce n'était pas sa question, c'est pas grave. Non, et donc oui, voilà, cette année, à mon moment, donc tu le rates. Je suis certifiée, je rate l'agrégation. Et le fait de rater l'agrégation fait que justement, au lieu de partir comme toutes mes copines, parce qu'on était un groupe de potes à vraiment s'entraîner pour le concours, on faisait des fiches, on se les prêtait, on s'interrogeait mutuellement. Et je suis la seule du petit groupe à avoir raté l'agrégation. Et
Et en fait, donc elles partent en stage en lycée, tandis que moi, pour ma première année d'enseignement, je suis affectée dans un collège. À ce moment-là, un collège ZAR. Alors, ça n'existe plus, les collèges ZAR. ZAR, à ce moment-là, ça voulait dire Zone Ambition Réussite. Ok. Et donc, c'était un sigle. Donc, c'est ZEP maintenant? Alors, c'est au-delà de ZEP. Ah. C'est-à-dire, c'est-à-dire, dans les ZEP, il y a le ZEP de ZEP. Et le ZEP de ZEP, il s'appelait ZAR. Donc, t'étais premium, toi. Voilà, exactement. Abonnement premium, c'est-à-dire que mon collège était à la fois ZEP, donc zone d'éducation prioritaire, ZS, zone sensible, et ZV, zone violence. Ok. Qui était un vrai sigle. Et en fait, ZAR, donc zone ambition réussite, c'était, en gros, ça regroupait les 250 établissements de France jugés les plus difficiles et les plus en difficulté. D'accord. Sur la base de 3 critères. Je crois que c'était le retard scolaire des élèves, c'est-à-dire le nombre de redoublants, on va dire, voilà, et l'amplitude de leur retard. Il y avait aussi les indices sociaux tels que chômage et nombre de familles monoparentales, et une compilation avec les données des commissariats des alentours, c'est-à-dire le fait de zone violence, en fait, en gros, les chiffres du quartier, quoi, concernant la délinquance et les délits, tout ça. Et donc vraiment, je suis arrivée dans un monde que je ne supposais pas, que j'avais pu entrevoir de façon caricaturale dans les JT, médias, voilà. C'est ça. Et là, je me retrouve plongée donc dans un collège des quartiers nord de Marseille. Et pour moi, c'est vraiment l'épreuve du feu. Vraiment, je veux pas dire le traumatisme, mais quasiment. C'est-à-dire, c'est une année qui est très, très, très difficile. Je me fais bordéliser en cours, notamment parce que je suis pas du tout préparée, moi, déjà, à être enseignante, en fait. Donc, je me rappelle la rentrée, je disais, mais là, on fait quoi, en fait, à la rentrée? Personne va te dire quoi faire, là, c'est toi qui dois donner les ordres, c'est perturbant. Ouais. Et puis, en parallèle, ce qui est assez bizarre, l'année de stage, alors je crois que ça se passe plus exactement comme ça, mais moi, à ce moment-là, l'année de stage, je suis à la fois élève et prof, c'est-à-dire que comme je suis stagiaire, je vais être validée, c'est-à-dire qu'on va me juger sur ma capacité à bien enseigner, entre guillemets, c'est-à-dire à enseigner selon le protocole et le moule qui m'est donné. La pression double, en fait. Voilà. Ouais. Et en fait, j'étais écartelée toute l'année parce que, par exemple, quand j'étais donc en tant qu'élève, en tant que stagiaire à l'Institut de formation des maîtres, on me disait, vous devez pratiquer. Alors comment ça s'appelle? C'était j'ai même plus le nom. Je pense que mon trauma m'a fait un ou blackout. Alors c'était pas la pédagogie différenciée, mais il y avait tout un truc sur l'espèce de le principe de la pédagogie à ce moment-là, c'était de dire vraiment, il faut donner à l'élève des étapes pour qu'il puisse accéder lui-même à son apprentissage. Et donc, par exemple, on mettait une première consigne en grand, et ensuite il y avait des sous-consignes. Et ensuite dessous, on mettait même les sous-consignes, ça s'appelait des critères procéduraux. Et ensuite il y avait des critères d'auto-évaluation pour permettre à l'élève de s'auto-évaluer. Et sauf que moi, j'avais des élèves dans mon autre vie, donc cette fois-ci ma vie d'enseignante. Par exemple, dans ma classe de 3e, j'avais sur 28 élèves, 27 élèves, parce qu'on faisait on a moins d'élèves, j'en avais 6 qui parlaient pas français, qui étaient primo-arrivants. Et donc, je me retrouvais avec, d'un côté, des formateurs qui me disaient, vous devez décliner votre consigne en sous-consigne avec des critères procéduraux. Donc, ça ne correspond pas à la réalité. En gros, il fallait que je mette 8 phrases pour un même exercice. Alors que de l'autre côté, j'avais des élèves qui savaient pas, qui me disaient, mais madame, en fait, lui, c'est pas quand vous dites prenez votre cahier, c'est pas le mot cahier. Et donc, j'ai envie de leur dire à ces mecs-là qui te disent de faire ça, mais allez faire un stage. Exactement. Allez faire un stage pour comprendre la réalité des choses, pour adapter au contraire. Voilà, pour adapter tout à fait justement là au public que j'avais. Et le problème, c'est que comme moi, j'allais être évaluée sur certains points précis, je pouvais pas l'appliquer à mes élèves parce que sinon, je me mettais moi-même en porte-à-faux sur ma capacité à être validée en fin d'année. Et donc, je sais qu'il y a des fois où j'ai fait des trucs où vraiment je me disais là, non seulement c'est pas utile, mais c'est néfaste pour mes élèves parce qu'en fait, je les mets en difficulté, mais
je me sentais obligée parce que je disais, bah là, moi, si l'inspecteur il vient en fin d'année bien sûr. et qui prend les cahiers de mes élèves et qui voit que je n'ai pas mis des critères procéduraux, des sous-consignes, des critères d'apprentissage, et nanana. Bienvenue en France. Hein. Voilà, je me suis dit, je risque de ne pas être validée. Et t'as raison, mais tu dois te dégoûter en rentrant chez toi en disant, en fait, tout ce que j'ai envie de faire, vraiment, on me coupe l'herbe sous le pied pour faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Oui, bah à ce moment-là, en tout cas, j'étais, oui, c'est une année qui m'a mis vraiment en frustration et qui m'a, qui m'a fait mal, notamment parce que moi, en fait, je me rends compte que ce que j'aime beaucoup dans l'enseignement, c'est aussi le fait de conter, de raconter une histoire et d'être narratrice d'une histoire et d'ailleurs, je comprends la suite. moi qui adore, même qui adore le contenu des SVT parce que je suis très curieuse, j'adore la biologie, j'adore la géologie. Comprendre quoi, ouais. Voilà, j'aime raconter en fait ensuite je donne des cours à mes nièces et mes neveux, je leur raconte moi la biologie. Et là à ce moment-là, à l'Éducation nationale, il y avait vraiment cette interdiction de faire des cours magistraux. C'est-à-dire il y avait interdiction de raconter des histoires. C'est-à-dire il fallait forcément passer par l'expérimentation. Et par le fait un peu factice de se dire l'interrogation doit venir de l'élève. Vous disiez mais en fait il faut que ça soit l'élève qui se saisisse lui-même l'interrogation. Je dis alors ça peut marcher quand l'élève n'a pas de problème pour manger, pour dormir. Mais dingue, mais oui. Alors que moi cette année-là, je me rappelle une fois j'ai un élève qui s'est blessé en scooter, je suis allée donner des cours chez lui. Et puis j'ai vraiment découvert sa réalité, c'est-à-dire que sur un petit immeuble, il y avait quatre appartements qui étaient murés parce qu'insalubres, que lui il habitait dans un appartement avec ses 2 parents, son oncle, ses 4 frères et sœurs dans un T3. Oui, je me dis là, il peut pas lui se poser la question de comment se fait la photosynthèse. De dingue. Et puis il a pas les bases pour avoir un environnement serein pour se poser ces questions-là, quoi. Exactement. Et donc, tu vois, j'avais donné des cours quand j'étais étudiante en mode bénévolat à côté, et je me rappelle expliquer la différence entre et est. À une petite nana, mais elle était trop mignonne, sauf que pareil, elle avait 8 frères et sœurs, dans sa chambre ils étaient 4, et sa maman ne parlait pas français. Oui. Et donc les rares phrases qu'elle faisait, elle-même n'arrivait pas à différencier parce que c'est dur en fait, vraiment pour les étrangers cette différence de langue et de son, de son, ouais. T'essayes d'expliquer les choses, mais en fait, la pauvre, elle a aucun environnement pour ensuite l'intégrer et le répéter. Et le mettre en pratique. Et le mettre en pratique et tout. Ouais. Non, c'est... Et donc là, quand il y avait vraiment je me suis vraiment retrouvée écartelée, du coup, durant cette année-là. Malgré tout, cette année-là, j'ai tenté de repasser l'agrégation. Ok. Pourquoi? Par principe? Alors, je pense que j'avais besoin... déjà de retaper mon ego parce que comme c'était une année très difficile et dans laquelle je me suis vraiment sentie en échec, je pense que si j'avais réussi l'agrég à la fin de l'année, ça m'aurait permis de me dire bon, ça va. Ouais, et puis tes copines l'ont eu, pas toi, c'est rude. Ouais. C'est un peu exactement ça, j'avais vraiment un syndrome un peu d'exclusion et en fait, je l'ai raté en plus d'une façon vraiment vraiment dure, c'est que je pense, j'ai pas la preuve, mais je pense que je devais être la première de France à être sous la barre. Parce que quand j'ai eu mon relevé de notes, j'ai eu 158,6 points, je crois. Et je crois que l'admission, c'était 159,2. Oh putain. Et vraiment... C'est horrible. Ah ouais, c'est horrible. Et c'était tellement pas acceptable qu'au début, je ne l'ai pas compris. C'est-à-dire que je lisais le relevé de notes et je l'ai lu comme s'il y avait écrit... genre le brut, le net, quoi. Et donc je me disais, mais pourquoi il y a 2 chiffres? Je disais, mais je comprends pas pourquoi ils mettent 2 chiffres, donc je l'ai pas eu. Et d'un coup, je comprends que le chiffre qui est au-dessous, c'est la barre d'admission. Et qu'en fait, moi, je suis vraiment juste au-dessous de la barre d'admission. Et là, vraiment, c'est une journée où j'ai insulté. Oh non, mais j'ai évidemment. Insulté l'horizon, parce que je suis allée à la mer et tout. Je suis allée à la plage, exactement. T'es mort. Voilà. Au moins, t'as appris plein d'insultes parce que mon copain marseillais, il m'en apprend tout le temps. Voilà. Non, et le lacon de t'es mort, c'est vraiment celui qui est bien. Génial, parce que bon, en plus, comme les morts, ils sont pas là, ils peuvent pas se vexer. Exactement. Donc, presque ils comprennent. Voilà. Ils sont là. Oui. Mets-le sur nous. Ils ont vu, ils ont vu, ils savent. Donc, ils sont de notre côté. Lacon de t'es mort, je l'adore. Donc, c'était, non, franchement, c'était dur. Et en plus, voilà, comme un échec ne va pas seul, donc j'ai raté 2 fois l'agrégation. Évidemment, comme c'est une année
qui a été difficile pour moi. Cette année-là, je n'avais pas encore eu cette bonne idée de faire un Pax blanc, chose que toutes mes camarades avaient fait. Ok. Et donc elles sont restées dès l'année d'après dans les Bouches-du-Rhône, donc là, le département dont je suis originaire, alors que moi j'ai été mutée en Essonne. Oh ma pauvre. Donc en plus t'as plus tes copines. J'ai plus mes copines, j'ai plus ma famille, non. et je me retrouve en Essonne à la rentrée, avec tout ce que ça comprend de très folklorique quand une Marseillaise entre guillemets arrive à Paris, c'est-à-dire que d'un coup on découvre le prix des loyers. Ah Je fais des ouais. visites pour des locations, mais d'un autre monde. Ouais. C'est-à-dire vraiment, enfin je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des documentaires à ce sujet, mais c'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans un film. C'est-à-dire on me proposait des chambres sans fenêtre, des chambres où il y avait la place de mettre un lit, une place, mais pas de table de chevet. C'est même pas légal, hein. Non, c'est pas, je pense, non, c'est pas légal. Et je crois que c'était pour 600 € et que j'étais prête à accepter parce que, en fait, sinon j'allais dormir dehors. Ouais. Et heureusement. Et puis une fenêtre, en fait. Tu sais, tu commences à te dire, bon, je sortirai dehors pour, voilà, tu vois. Voilà. Et puis avoir une commode pour mettre ses habits. Pourquoi quand on peut les mettre dans un cabas? La santé mentale, oui, mais c'est un peu surcoté. Mais autrefois, oui. la guerre, ils se disaient pas ça, tu vois. Voilà, c'est ça. Le bonheur, pourquoi faire? Non, vraiment, c'était. Je rigole, mais c'est l'enfer. Ouais, c'est très dur. C'est très dur. Total. Et surtout que j'arrive du coup dans mon établissement de rattachement et j'explique. Je lui dis voilà, j'ai pas de. Enfin non, d'abord la dame, la principale du collège, me dit bon Madame Ferroni, en fait on n'a pas encore de classe à vous donner, de classe d'élèves, parce que donc, comme j'étais remplaçante, elle me dit voilà, entre guillemets il y a pas de prof malade, mais vous allez donc faire des heures de CDI. Donc CDI pas le CDI la bibliothèque quoi. Et c'est-à-dire je dis mais c'est-à-dire bah vous savez peut-être aider les documentalistes à ranger les livres et en fait, moi, je venais de demander une dispo pour repasser la grecque une 3e fois. Mais avoir une année de vraiment disponibilité. Je venais de faire cette demande-là, c'est-à-dire ne pas être payée pour pouvoir repasser mon concours. Ce qui est courageux, hein, c'est très courageux. Voilà, hein. mais parce que je venais le rater à tellement peu que je me disais c'est maintenant ou jamais. Non, mais il faut le dire. Voilà. Et là, la dame m'explique que non, qu'on veut me payer, mais pour que je déplace des livres. Alors que je n'ai pas de maison. Et moi, je disais, mais en fait... Je dis pardon, mais moi j'ai pas d'appartement. Je viens d'apprendre mon affectation il y a 2 semaines. Je dis est-ce que vous permettez que je prenne quand même une semaine de plus pour chercher une maison? Et heureusement, le destin à partir de là a quand même eu pitié de moi. Okay. C'est qu'il y a une dame à l'académie de Versailles, puisque l'Essonne dépend de l'académie de Versailles, qui a vu mes notes, à qui j'avais envoyé mes notes en disant voilà j'ai besoin de disponibilité. Au départ, elle a vu que l'académie me l'avait refusé ma disponibilité pour besoin de service. Et en fait, quand elle a vu mes notes, elle a fait une demande pour moi dans une nouvelle commission en disant, voilà, vraiment, elle a raté de très peu. C'est bien. Voilà, ça peut être difficile pour elle. Elle pourra pas repasser ce concours si jamais après elle a des enfants, une vie de famille. C'est un concours qui est trop exigeant. Et elle a obtenu une dispo pour moi qui a permis que je réussisse l'agrégation. Alors, c'est vrai que c'est pas du coup directement le fait de réussir l'agrégation qui a changé ma vie, mais juste le fait d'avoir réussi ensuite, enfin comment dire, d'avoir échoué pour réussir l'agrégation, ce que ça m'a offert d'abord, je pensais une confiance en moi, et surtout ça m'a offert du temps. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu l'agrégation, s'est mise en place dans ma tête l'idée d'abord de voir que l'éducation nationale, je suis désolée, ne va pas bien. Ouais, vraiment, je me suis dit. On nous l'apprend, hein, dans ce podcast, on le découvre, je tombe, mais des nus. Ah bon? Ça, on ne savait pas, Nicole. Voilà. Déjà, je me suis dit, waouh, en fait, ça pue un peu la merde. Ça pue un peu la merde. Ouais. Et du coup, quand j'ai obtenu ensuite cette agrégation, l'année d'après, monsieur Nicolas Sarkozy, qui était président à ce moment-là, a eu la bonne idée de mettre un autre échec sur ma route, qui a été de faire supprimer mon poste. Voilà, donc ça fait bam bam bam. En gros, ça fait oh là là. Voilà. Vraiment... La vie vraiment était là, mais elle a pas encore capté. Encore compris. Casse-toi, Ferroni, de l'éducation nationale. C'est ça. Et c'était vraiment ça. C'était vraiment ça parce que je l'ai vraiment vécu comme ça parce que je me suis dit non, vraiment j'ai tout fait. J'ai préparé, je me suis démenée, j'ai fait des trucs pas très légaux comme le Pax blanc quand même pour essayer de trouver ma place dans l'éducation nationale. Et quand enfin j'arrive, je reviens dans mon département avec le concours dont je rêvais,
vraiment l'année qui suit, mon poste est supprimé. Oh là là, ma pauvre. Et quand tu dis que ton poste est supprimé, qu'est-ce que tu entends par là? Ça existe plus les profs de SVT? Je suis si vieille que ça. Non, mais c'est ça qui était rigolo, c'est que mon poste a été supprimé parce que moi à ce moment-là j'étais titulaire en zone de remplacement, donc c'est-à-dire remplaçante. Voilà, on est prof volant entre des établissements. Et quand j'apprends que mon poste est supprimé, je vais au rectorat pour voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi en termes de demande d'affectation. Et je vois des panneaux avec écrit recherche remplaçante dans les matières suivantes, dont français, maths, SVT. Ok. Parce qu'à ce moment-là, en fait, pour des questions de budget, de dépenses publiques, en gros, on enlevait les vrais profs, c'est-à-dire qui étaient titulaires du concours, soit du CAPES, soit de l'agrégation, pour les remplacer par des vacataires. Des vacataires, donc des étudiants, ou ça peut être des retraités qu'on rappelle, qu'on ne va pas du coup payer pendant les vacances, qui sont plus malléables et qui ont un taux horaire qui est beaucoup moins rémunéré. Et puis face à des élèves du coup qui voient en permanence les têtes changer, qui s'attachent à personne. Chaque méthode est différente. La cata. Quand on est remplaçant, on est bizuté. Hein. Ouais, oui. Clairement, il y a vraiment le jeu de combien le remplaçant va tenir de temps. Hein. Des fois, ça arrive. Moi, j'ai vraiment une fois vu une remplaçante donc dans le premier collège où j'ai enseigné, une nana qui m'a vraiment fait penser à moi, qui arrive genre pleine de de joie en disant bon et voilà je compte faire ça nanana et que je retrouve le lendemain en pleurs dans le bureau du CPE en disant elle disait je ne sais même pas quoi écrire dans le rapport de discipline tellement il s'est passé de choses parce qu'on lui avait jeté des chaises dessus, enfin vraiment c'était voilà. Vache. Ouais, ça peut, non, franchement, ça peut être très, très violent. Et surtout quand on n'est pas armé, quand on n'est pas prévenu, quand on n'est pas, enfin, armé au sens figuré, hein. Féronie, c'est corse, voilà. Ou pas? Mais donc, en fait, voilà. Quand... La prof qui revient le lendemain avec la cagoule et la calache. Bon, enfin, là, je suis désolée à un moment donné. Non. À un moment donné. Là, faut sévir. Non, et du coup, quand mon poste a été supprimé, c'est là que c'est vraiment posé la question de Féronie, tu veux faire quoi de ta vie? Ouais, c'est ça. Et ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai fait un truc, je pense, très inconscient, c'est que à partir du moment où mon poste a été supprimé, d'abord j'ai pleuré 3 jours. Important, il faut. Voilà, de façon continue, à part quand j'étais devant mes élèves. Et ensuite, d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi en fait tu tenterais pas les concours du conservatoire? En fait, t'as toujours aimé faire du théâtre. J'avais déjà pris une année de disponibilité pour faire du théâtre avant. J'ai toujours aimé être comédienne. Okay. Et j'en faisais en parallèle. Hein. J'étais dans une troupe amateur depuis longtemps. Je prenais des cours de théâtre. Et là, d'un coup, je me pose la question. Sauf qu'évidemment, je me pose cette question alors que je viens d'avoir 26 ans et qu'en regardant d'un coup sur Internet conditions d'inscription, concours, entrée, conservatoire, je me rends compte que pour tous les conservatoires de France, quasiment, c'est jusqu'à 25 ans maximum. Donc en gros, j'attends que la porte elle soit claquée pour me dire mince, c'est là-bas que je voulais aller. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Nicole? Pourquoi tu as fait ça? Et en même temps, il y avait tellement de choses de choses négatives qui s'étaient accumulées dans l'éducation nationale que je me suis dit, bon, là maintenant, en fait, tu peux pas compter sur cette institution pour te rendre heureuse, parce que même quand elle te donne quelque chose, elle te le reprend. Et c'était le cas de mon poste. Hein, je l'ai vraiment vécu comme tu as bien galéré pour l'avoir. Allez, hop, on casse le truc. Ouais. Que du coup, je me suis dit non, je peux pas rester là parce qu'en fait c'est une institution dans laquelle je peux pas avoir confiance parce qu'on nous aide pas, on nous accompagne pas. C'est des situations qui sont trop difficiles. Donc je me suis dit comment tu peux créer ton bonheur. Et en fait, du coup, j'ai demandé un mi-temps annualisé. Donc, le concept d'un mi-temps annualisé, c'est qu'au lieu de travailler un peu chaque semaine, c'est qu'on travaille à temps plein la première partie de l'année et on travaille pas la deuxième partie de l'année. Ah, c'est chouette, ça. C'est très chouette. C'est une toute petite case. Je le dis au cas des enseignants. Ouais, bien sûr. Dans les formulaires de demande pour l'année d'après, c'est une toute petite case où tourner la page. Mi-temps, changer de vie. Non. C'est une petite case quand on demande un mi-temps. Il faut préciser juste c'est un mi-temps annualisé. Et donc moi j'ai coché cette case. Et donc l'année d'après, j'ai travaillé à temps complet pendant 6 mois. Et après les 6 autres mois, en fait, je me suis offert du temps. Alors je suis retournée vivre chez mes parents parce que s'offrir du temps, ça veut dire s'offrir moins d'argent. Et il faut le dire aussi, ça fait partie du truc. Ouais, et ça fait l'argent, la thune, hein, on en est dépendant, donc ça fait partie des choix de vie. Et après
j'ai commencé, voilà, à pas me dire que j'allais créer un spectacle, mais je notais des trucs sur des feuilles, voilà, et je me griffonnais des idées de sketch ou de voilà des idées de texte, et je les ai accumulées comme ça. Et puis en parallèle, genre j'ai fait pigiste pour la Provence, j'ai commencé à écrire des chroniques, voilà, des petites chroniques sur un blog. C'est trop chouette. Ouais. Et j'ai commencé en fait à développer des choses qui étaient plus créatives et plus de l'ordre de l'écriture ou du jeu. J'ai repris de façon plus intense les cours de théâtre. Et puis finalement, un jour, je me pousse au cul et je me mets en tête que je vais créer un spectacle. Voilà, faire un one-man show, parce qu'à ce moment-là, je faisais à la fois du théâtre dans lequel j'interprétais des choses, je faisais du slam, voilà, et des chroniques et des trop piges cool. dans lesquelles j'écrivais, mais j'avais jamais pensé à écrire vraiment pour moi et interpréter. Et en fait, donc c'était l'année 2009 et j'ai commencé à créer un spectacle, à réserver une salle. Ça, c'est ce que j'ai fait d'abord. Je me suis réservé, voilà, j'ai réservé une date. Comme ça, t'as plus le choix. Voilà, exactement. Ça marche très bien pour les gens qui, comme moi, procrastinent. Ne pas hésiter à poser une date et de toute façon, à un moment donné, voilà. Je vais ouvrir mon carnet, je vais prendre des notes. Je me sens très concernée. Ah, mais alors, il y a une super citation. Elle est de Walt Disney. C'est la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. J'adore. Et franchement, c'est vrai. Ouais. Moi, donc j'avais posé cette date du 5 novembre 2010. Et donc l'année, voilà, revient la rentrée scolaire, donc en septembre. À ce moment-là, je suis encore prof. Le destin est vraiment en ma faveur cette fois-ci. Bah, t'as trouvé ta place. Puisque l'éducation nationale m'affecte en tant que remplaçante dans un établissement qui est à côté du théâtre que j'ai réservé. Ah, c'est magique. Donc, mais vraiment à 500 mètres. Et donc, je peux aller tous les jours, une fois que j'ai fini d'enseigner, répéter en résidence mon spectacle. Putain, c'est fou. Alors bon, ça on y croit pas, mais j'ai l'impression que quand on trouve sa place, l'univers fait de la place pour nous. Exactement, oui. C'est dingue. Hein. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. J'ai vraiment eu ce sentiment que tant que j'étais pas au bon endroit, tout me résistait. Vraiment, même les appartements sans fenêtre, on va lui enlever la fenêtre. C'est ça. Des non, va-t'en. Ouais. Et à partir du moment où professionnellement, d'un coup, je me suis orientée vers quelque chose qui me ressemblait plus, d'un coup, l'univers m'a dit, bien sûr, il y a pas de problème. Ne t'inquiète pas. On va faire en sorte. Prends un café latte. Exactement. Au lait d'avoine, on s'occupe de tout. Ouais. Mais c'était ça, hein. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à écrire ce spectacle. Arrive à ce moment-là, en même temps, une émission de télé qui s'appelle On ne demande qu'à en rire, qui est une émission, dont le concept est c'est un télécrochet d'humour où on propose à des gens d'écrire sur un thème en particulier et de présenter un sketch la semaine d'après. Et en fait, il y a une adresse mail pour s'inscrire. Et là, c'est hyper cool parce que ça veut dire que c'est une émission, c'est pas comme The Voice où ils font des recrutements en amont. C'est une émission où n'importe qui peut candidater. Et donc, moi, qui suis enseignante, j'envoie un mail en bas de l'écran. Alors, c'est d'abord ma prof de théâtre qui m'a beaucoup poussée. Une prof de théâtre qui m'a dit, Nicole, il y a une émission télé, tu devrais la regarder, elle est vraiment faite pour toi, c'est à la fois pour jouer, pour écrire et tout. C'est gentil. Trop mignon. Et moi, je lui dis, mais Martine, en fait, je bosse. Je suis encore prof. Donc là, je ne peux pas. Non, mais surtout, ça, c'est la réponse de quelqu'un qui croit pas encore totalement en soi. Oui, qui a pas. Mais non. Exactement. J'avais pas cette fenêtre, en fait, dans mon esprit de me dire c'est possible. Et heureusement qu'elle a insisté. Un jour, je regarde l'émission et je me dis, ouais, peut-être. Et je m'inscris, mais sauf que, comme c'est une émission qui se tourne les lundis et mardis, et qu'à ce moment-là, on est dans la première partie de l'année, c'est-à-dire celle où je travaille, je ne peux pas la faire, parce que moi, j'enseigne. Et oui. Et donc, j'ai dû attendre, d'abord, je les ai un peu harcelés pour qu'ils me répondent. J'ai écrit des poèmes à la dame, du mail. Et en fait, après, quand est arrivée la période où je n'étais plus, en face de mes élèves, mais puisque j'étais dans la partie de mi-temps où j'étais, dispo, j'ai pu faire cette émission. J'ai pu aller faire cette émission, notamment aussi parce que, et là, truc du destin très sympathique, c'est que entre-temps, j'ai participé à un festival d'humour où j'ai fait un remplacement au pied levé parce que l'un des candidats n'a pas pu se déplacer, donc ils ont dû chercher quelqu'un en catastrophe. Tu l'as poussé dans l'escalier. Ouais. Genre,
On me la fait pas à moi. Comme de par hasard, il y avait une peau de banane qui avait été posée malencontreusement sur ce reportage. Une femme en cagoule avec Voilà. une kalachnikov. Mais ils n'ont jamais retrouvé son identité. Ma foi, je ne sais pas. Ouais, Non. moi non plus. Non, et du coup, voilà, en faisant un remplacement, bah, j'ai pu faire ce festival et qui en gros a validé aussi ma participation dans l'émission. Et je dois ensuite à cette émission, bah, quasiment tout Alors tout déjà, ce qui faut s'est dire que produit tu as après. cartonné dedans. Oui, c'est vrai. Je fais 3 ans en fait du coup On demande qu'à en rire, une émission qui était très suivie en plus par une tranche de la population vraiment bien particulière. C'est celle qui était chez elle de 17 à 18 heures. Ok. Donc en fait j'étais très connue des ados, des retraités et des maraîchers ou tous les gens qui travaillent le matin. C'est génial. Ok. J'avais remarqué que quand j'allais au marché le matin, les gens me reconnaissaient, ce qui n'était pas le cas. Ah ouais. Mais parce que ils Eh bossent oui. le matin et le Mhm. soir, ils pouvaient regarder On demande qu'à en rire. Ok, c'est marrant. Voilà. Je trouve ça génial d'entendre ton parcours et je me dis, honnêtement, et j'imagine que ça doit te servir encore, t'as eu énormément de courage. Tu as fait preuve d'une persévérance que je trouve vraiment bluffante. Tu t'es battu à l'époque pour construire ta vie où tu pensais être prof, mais tu t'es tellement battu. J'imagine que ça doit te donner de sacrées armes dans ton métier maintenant bah voilà, t'es dans un métier qui est pas facile, où faut se battre, où faut Ouais. pas baisser les bras. Aussi, mais en fait, ça m'a surtout donné beaucoup de gratitude. C'est-à-dire déjà, moi, je suis vraiment. Ah ouais, tu dois savourer Ah quoi. oui, je Ouais. savoure énormément le fait de me sentir plus à ma place et dans un métier qui pour moi est beaucoup plus épanouissant. Et après, l'autre chose que ça m'a donné, c'est et ça va avec la gratitude, c'est que je suis très attachée à ce que je vis maintenant et que donc je veux pas que ma vie puisse être gâchée, que ma vie professionnelle puisse être gâchée par des mauvais choix ou des mauvaises rencontres, j'allais dire. Ok. Et par exemple, là, quand on était à On demande qu'à en rire, alors qu'il y a beaucoup de mes camarades qui ont signé avec des productions, moi j'ai pas réussi en fait à signer avec une production de spectacle parce que Trop peur de perdre ta liberté. voilà, trop peur de perdre ma liberté, de me retrouver contrainte dans le rythme des tournées ou dans la façon d'être présentée, de me retrouver enfermée dans une image qui soit pas la mienne. Et c'est vrai que là pour l'instant j'ai la chance d'avancer dans le monde de l'audiovisuel, du spectacle, de la fiction, tout ça, d'avancer de façon très libre. C'est-à-dire je suis un peu entourée mais assez peu. Je ne m'associe qu'avec des personnes ou que dans des projets qui me paraissent intéressants et faites par des personnes saines, j'allais dire, normales, ouais. des êtres humains qui ne sont pas des psychopathes. Bon, on s'entoure de gens qui nous ressemblent aussi, hein. Ouais. Mais des fois on n'est pas très attentif et des fois on fait des mauvais choix. Mais en tout cas, j'ai l'impression que j'en fais de moins en moins. C'est-à-dire que je suis vraiment vigilante vigilante sur les projets dans lesquels je m'engage. Et tu vois, il y a un truc qui m'a fait tilter quand tu l'as dit. Lorsque tu crées ton premier spectacle, tu le crées toute seule et on a vraiment le sentiment qu'après des années à te faire dire tu vas aller là, tu vas dire ça, tu vas te comporter comme ça ce n'est pas possible, tu machin, il y a un besoin de reprendre le contrôle de ta vie et de... Oui. Et tu le dis de liberté, mais je comprends tellement. Et je pense qu'aujourd'hui c'est génial parce que tu t'offres la possibilité d'être à ton compte, d'être plus libre, d'écrire pour toi. Oui, complètement. En fait, c'est vrai que une des raisons, je pense aussi, pour lesquelles je suis partie de l'Éducation nationale, c'était vraiment le sentiment d'enfermement. Et à partir du moment où j'ai commencé à envisager notre porte, c'est vrai que je me suis vraiment sentie comme un artisan, un artisan qui vraiment, dire petit bout par petit bout, va créer son œuvre, son objet. Et j'ai vraiment eu moi ce sentiment de faire un travail de fourmi, un travail de fond sur le très long terme, ne serait-ce qu'administrativement par exemple, se faire une place à l'Éducation nationale, c'est-à-dire se dégager du temps, que ça soit pour le mi-temps annualisé, que ça soit ensuite quand j'ai décidé même de démissionner. Démissionner par exemple à l'Éducation nationale, c'est pas facile. C'est-à-dire que ça m'a demandé. C'est presque quelque chose qui se fait pas. Moi, j'ai déjà entendu ça. Ouais. D'ailleurs, à mon époque, je sais pas si c'est encore le cas, mais quand par exemple on allait sur la plateforme de gestion de carrière, ça s'appelait eProf,
pour avoir des informations sur la démission. Dans tous les onglets cessation d'activité, il y avait congé maternité, congé formation, démission. Et démission, c'était le seul qui n'était pas cliquable. Il n'était pas actif. La flèche, elle passait dessus, tu pouvais rien faire. Et rien Au que ça. Secours, Mais c'est ça. Là. C'était l'escape game, en fait. Ah ouais. Et rien que le fait, justement, de demander, par exemple, voilà, enfin, le mi-temps annualisé, normalement, il faut le demander à son chef d'établissement. Et moi, le rectorat me disait, oui, mais comme vous êtes remplaçante, vous n'avez pas de chef d'établissement, donc vous pouvez pas le demander. Et moi, je disais, mais il n'y a rien qui m'interdit de le faire. Donc, à chaque fois, j'innovais. Et d'ailleurs, mon gestionnaire du rectorat, ensuite, il est venu me voir en spectacle. Parce que on a presque eu un chemin commun ensemble. Ah ouais. Parce qu'à chaque fois je lui disais mais non mais ça je pense que j'ai le droit de le faire. Il me disait Madame Ferroni, je vais me renseigner mais moi je suis pas sûre, j'ai jamais vu. J'adore. Ah ouais, c'était assez rigolo. Monsieur Auxerre, il s'appelait. Bonjour Monsieur Auxerre, si vous nous écoutez. Ouais. Qu'est-ce que tu tires de cette période-là aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tendresse. Oui, beaucoup de tendresse et je tire de cette expérience-là un peu ce que des fois je retire du sport, c'est que j'aime pas le faire, mais c'était bien que je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'à vivre en fait, ça a été plutôt difficile. Plutôt, ça va de très difficile à difficile. J'ai aussi eu des moments très très chouettes. Faut pas, je vais pas rendre le tableau tout noir parce que c'est pas vrai. J'ai aussi eu des moments de franche rigolade avec mes élèves et vraiment des bonheurs, des réussites et tout, mais globalement ça reste quand même difficile. Mais pour ma construction personnelle, je trouve que c'était essentiel que j'ai vécu ça. Parce que ça m'a, évidemment d'abord ça m'a permis de trouver ma place, c'est-à-dire que par système de essai-erreur, je me suis dit, j'ai essayé, j'ai échoué là-bas, on sent la biologiste. Je vais ailleurs. Oui. T'as été prof de SVT, toi. Hein. Ouais. Non, ça se voit. Voilà, il y a ça. Et puis ça a fondé, ma vision, politique aussi, en fait, du monde. Parce que le fait de voir, la différence entre, les lois ou les initiatives qui sont prises tout en haut d'une pyramide sociale et ensuite de voir quels sont les effets sur le terrain et de voir voilà le gouffre qui se crée entre les deux, ça a vraiment fondé mon point de vue politique sur le monde. Je pense que c'est pas pour rien si j'ai fait des chroniques politiques pendant 7 ans sur France Inter pour dans lesquelles j'ai dénoncé, dans lesquelles j'appuyais là où ça fait mal. C'est parce que pour moi j'en ai envoyé plus d'une à ma mère hein, en mode écoute ça. Ah voilà. Ah ouais. Non mais c'est vrai en fait, c'était trop dur pour moi, trop dur pour moi quand j'étais enseignante. De vivre des réformes que je trouvais à l'opposé de l'intérêt général, de vivre des suppressions de postes que je trouvais à l'opposé de l'intérêt général, où je me disais, mais là, vous considérez que c'est de l'économie de dépenses publiques, mais en fait, à partir du moment où on économise sur la qualité de l'enseignement, la qualité du bien vivre ensemble, ben on va le payer. On va pas le payer cette année, mais dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, tout ce qu'on aura mal planté, tout ce qu'on aura mal semé, ben ça va mal pousser. Et voilà. Et donc, je retire aussi beaucoup ça, en fait, de cette période. Ouais, ça a façonné ton regard et c'est hyper intéressant. Et puis, je me dis que sans ça, t'aurais peut-être jamais osé aller vers cette voie-là. Ah, c'est sûr. Non, mais c'est même sûr. Il fallait vraiment que tu touches le fond pour te dire, j'ai plus rien à perdre, quoi. Exactement. C'est-à-dire, j'avais besoin, je pense, j'avais besoin de souffrir à ce moment-là pour me poser des questions sur où était mon vrai bonheur. Et puis toutes ces années où tu passes le concours, tu prends pas le temps de te dire qu'est-ce que je veux faire vraiment, parce que t'es vraiment dans une suite logique. Enfin, t'as pas à te poser de questions, t'as une date comme tu le disais, comme dit Walt Disney. Et ben tu te focuses là-dessus et puis basta, quoi. Exactement, oui. J'apprenais le cytochrome, la protéine P53, mais oui. Après ma vie beaucoup moins. C'était trop intéressant. Merci vraiment pour cet épisode. Merci. C'est la première fois qu'on parle sur ce podcast du système de l'enseignement en France et vraiment il y a tellement à dire. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête parce que les gens font leur footing en écoutant mon podcast, les pauvres. Ils vont avoir les cuisses en feu. Tu vois, genre, si on continue. Désolée. Mais merci vraiment, c'était passionnant. Et encore une fois, chapeau, il faut le dire, t'as fait preuve de tellement de courage et de persévérance. Vraiment,
mérite tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Ah ben merci beaucoup. Donc bravo et allez voir Aspergirl sur OCS. Il y a juste à prendre un petit abonnement, vous restez chez vous, c'est cool quoi. Oui. Et peut-être non là pour le festival Sérimania, je me demande s'il n'y a pas certains épisodes qui sont en ligne pendant la durée du festival. Ça balance des exclus, pim, pim. tout ça. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai cru comprendre, je crois. Voilà, mais peut-être après ça demande d'aller à Lille quoi. Ouais, Lillois. C'est une jolie ville, on y boit de la bonne bière. Et on mange du Welsh, c'est un plat très léger. Ah oui. Rien qu'au nom Welsh, tu sens la légèreté. Ouais. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.